grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiro. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Comme tous les vendredis, nous vous proposons donc le forum de la presse qui va donc s'articuler autour de 3 volets. Le premier volet, c'est la situation au nord du Mali avec les affrontements qu'on signale entre la CMA et la plateforme. Le deuxième volet sera consacré donc aux attaques et à la traque des djihadistes. Enfin, dans le troisième volet, nous allons évoquer les élections communales qui font couler beaucoup d'encre compte tenu de la date prévue, la date du 25 octobre. Vont-elles se tenir ou pas? C'est ça la question. Il y aura donc comme autre sujet les relations entre le Mali et le FMI et enfin les préparatifs de la fête de Tabaski. Pour parler de tout cela, nous avons 3 invités. Nous aurons en ligne Bandjoukou Dante, il est journaliste, il est en même temps le président de l'UTEL. Dans ce studio avec moi, 2 journalistes, Mamadou Dabo, lui il est le promoteur du journal Le Zénith Balé, et Benjamin Sangala qui est journaliste à Fraternité Africaine. L'émission vous est donc présentée par Seydou Famba. Alors, je le disais tantôt, nous avons décidé de diviser ce forum de la presse de ce vendredi en 3 volets. Le premier volet, c'est la situation au nord du Mali. Là-bas, on signale de nouveaux affrontements, une situation qui est donc préoccupante. Alors, première question, après le retrait de la plateforme d'Anefis, la tension n'a pas baissé entre la CMA et le groupe d'autodéfense. Comment est-ce que vous expliquez cela? La question s'adresse en premier lieu à Mamadou Dabo, qui est journaliste et promoteur du journal Le Zénith Balé. Bonsoir. Je pense que d'abord, le retrait a été mal fait. Avant le retrait, la plateforme avait exigé des conditions qui n'ont pas été remplies. Et si le gouvernement avait pris place, c'est-à-dire l'armée malienne avait pris place à Anefis, on n'en serait pas à la situation actuelle. Ensuite, je me demande comment peut-on permettre à d'autres forces d'attaquer les forces armées maliennes, d'attaquer l'aménagement sans réaction évidente, mais au même moment, on interdit à la plateforme de rester dans des positions acquises. Alors, comme certains le pensent, vous estimez qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures et la MINUSMA nous dit qu'elle n'est pas là pour lutter contre les djihadistes. Au même moment, la MINUSMA ne nous dit pas en quoi elle est là pour protéger les populations. Parce que les populations se plaignent de l'insécurité et quelle est la responsabilité de la MINUSMA vis-à-vis de cette insécurité qui gagne même Bamako? Alors, une question, lorsque la MINUSMA dit qu'elle est là pour protéger les populations, si les djihadistes deviennent une menace pour les populations en ce moment, sa réaction doit être laquelle? Au-delà des djihadistes, même la CEMA constitue une menace aujourd'hui pour la population. À moins qu'on considère la CEMA aussi comme djihadiste. En ce moment, on peut dire que la MINUSMA ne doit pas contrer la CEMA. Mais on laisse la CEMA faire ce qu'elle veut. On dit qu'on n'est pas là pour contrer les djihadistes. Alors la CEMA, c'est quoi? C'est des djihadistes ou quoi? Si la CEMA veut engager le combat, la MINUSMA doit s'opposer. Puisque nous avons vu la MINUSMA tracer une ligne d'interdiction à la plateforme autour de Kidal. Et j'estime, beaucoup peuvent le vérifier, hein. Allez-y vérifier. Il n'y a plus de sécurité aujourd'hui à Kidal qu'à Bamako. On y circule librement. Benjamin Sangala du journal Fraternité Africaine. Bon, moi je dirais peut-être que entre la CEMA et la plateforme, peut-être qu'il y a eu une mauvaise négociation. Les choses ont été mal négociées au départ. Et également du fait que la plateforme est occupée à Anefis. Le retrait aurait pu être négocié mieux. Et par ailleurs, si le sens inverse arrivait à se reproduire, si peut-être que si c'est la CEMA qui avait en tout cas contré la plateforme ici à Gao, est-ce que la MINUSMA ou la communauté internationale allait réagir de la sorte? Est-ce qu'on allait interdire peut-être à la CEMA
de ne pas avancer. Tantôt, de l'autre côté, on avait interdit à la plateforme d'avancer. Bon, peut-être que, comme le dirait le grand frère, je crois qu'il y a 2 poids 2 mesures. Mais également aussi, il y a une sorte de confusion autour de la question. Est-ce qu'il y a une main tendue, en tout cas, qu'on ne voit pas, qui soutiendrait la CEMA, et alors la CEMA fait tout ce qu'elle veut. Et alors, de l'autre côté, on pense que la CEMA est si prête à toute autre force. Alors que, bon, aujourd'hui, si il y a lieu, en tout cas, d'occuper peut-être Anefis, je crois que la force la mieux indiquée, c'est l'armée malienne. Par contre, s'il y a, en tout cas, si l'armée n'arrive pas à occuper Anefis ou Kidal, en tout cas, les populations organisées en force, en mouvement d'autodéfense, peuvent l'occuper. En tout cas, c'est légitime défense, je crois. Bandjougou Dante, vous êtes journaliste, vous êtes en même temps le président de l'UTEL, vous êtes en ligne. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez des conditions dans lesquelles s'est déroulé le retrait de la plateforme d'Anefis? Monsieur Famba, je vous remercie beaucoup et permettez-moi également d'adresser mes salutations à mes 2 confrères qui sont avec vous dans le studio. En réalité, ma lecture est tout autre. Moi, je pense que j'ai le sentiment que la présence étrangère consiste à entretenir un climat de guerre chez nous. Parce que je crois que si le mandat de cette communauté internationale est de protéger la population, la première façon de protéger la population, c'est de faire en sorte qu'aucune force illégale ne circule avec les armes sur le territoire de la République du Mali. Aujourd'hui, comment peut-on comprendre qu'on puisse demander à des gens de vivre à une situation de départ alors que les négociations ont lieu et tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas y avoir des armées dans un pays. Mais on entretient la guerre, on entretient la peur, on entretient la panique, on entretient le désordre. Moi, je crois que cette communauté internationale, avec ses moyens colossaux qu'elle ne cesse de nous montrer, a aujourd'hui toutes les possibilités de désarmer l'ensemble des forces illégales. Moi, je parle de forces illégales, les forces qui ne sont pas les forces maliennes. Donc, dans ces conditions, si les terroristes, les gens disent djihadistes, je ne suis pas d'accord, ils ne méritent pas le mot djihadiste. Les terroristes, ceux qui ont les armes, qui menacent les populations, si ceux-ci doivent être combattus par le monde entier, moi, je pense que pour faire la différence entre terroristes détenant les armes, menaçant la vie des populations, y compris les étrangers qui sont chez nous, il est temps qu'on essaye vraiment de faire en sorte que la question soit gérée politiquement. Et cette gestion politique exige aujourd'hui le désarmement de l'ensemble des forces présentes sur le territoire de la République du Mali, en dehors des forces de l'armée malienne. Tant que cela n'est pas fait, tout ce qu'on est en train de faire, franchement, souvent, ça donne le dégoût, ça ne donne même pas envie de suivre l'actualité nationale. Parce que c'est avec le cœur serré, meurtri, que nous assistons souvent à des situations que nous pensons que c'est des situations qui ne pourraient arriver qu'ailleurs. Franchement, nous sommes fatigués et il faut désarmer tout le monde. Alors, allez-y. Donc, la plateforme n'est plus à Anefis. Question, qui doit, selon vous, occuper à présent cette localité? Alors, les gens ne voient pas les choses de la même manière. Au cours d'une de nos émissions, un représentant de l'autorité disait ici que c'est l'armée malienne qui doit progressivement s'installer là-bas. Alors, on a entendu aussi un responsable de la CMA dire que la logique voudrait que c'est la CMA qui soit présente à Anefis. Mamadou Dabou. Allez-y, d'accord. Dante, allez-y. Moi, je pense de quel droit cette schéma se donne pour dire que doit occuper tel ou tel parti. Bon, l'argumentation était la suivante, qu'on disait que c'est une armée malienne réformée, reconstituée, qui doit donc occuper, que tel n'est pas le cas pour l'instant. Voilà ce que nous avons quand même entendu. Tout le monde reconnaît quand même que vu l'étendue du territoire, vu les faiblesses et les difficultés que nous avons connues ces derniers temps, si les gens sont venus pour nous aider, là où l'armée malienne ne peut pas être présente, elle doit l'être avec des forces internationales capables d'aider le Mali, si ces forces sont là pour aider le Mali. Donc si on est là pour aider, c'est accompagner l'autre dans ce qu'il ne peut pas faire. Si aujourd'hui on sait que la situation ne permet pas à l'armée malienne d'être efficacement présente partout, mais cette armée a besoin d'être encadrée, d'être accompagnée par ses amis. Mais il ne faudrait pas que ses amis aussi donnent le temps à ses ennemis, les ennemis de l'armée malienne, les ennemis du Mali, de s'équiper, de s'armer, de s'entraîner sur le territoire de la République du Mali. Donc ce qui est très important, c'est que cette communauté internationale, partout où l'armée n'est pas, l'armée doit être là-bas avec les forces internationales capables de sécuriser le Mali. Si c'est des amis du Mali, s'ils sont venus parce que le Mali leur a demandé de venir. Ce n'est ni la CEMA, ni la plateforme,
ni une autre force qui a demandé à la communauté internationale d'être venue. C'est le président de la République du Mali qui a demandé, qui a accepté l'arrivée des forces internationales, qui a sollicité l'aide. Je dis bien l'aide, je ne dirais même pas le soutien, qui a sollicité l'aide. Donc si nous avons sollicité l'aide, ça veut dire que vous devez nous aider à nous sortir d'une situation compliquée. Mais si au même moment vous maintenez des gens avec des armes pour que ces gens s'enracinent davantage, franchement, ça fait mal. Alors, retour ici dans ce studio pour poser la question suivante à Mamadou Dabo du Zénith au Mali. Dites, pourquoi cela paraît compliqué quand même que l'armée malienne et les forces étrangères, les forces internationales le sécurisent en effet? Ça paraît logique quand même. Bon, je pense que l'objectif à atteindre, c'est que l'armée malienne soit partout sur l'ensemble du territoire national. Mais cela se négocie. Et l'accord de paix le prévoit. Le désarmement, le cantonnement, désarmement et tout le reste, tout est prévu par l'accord, étape par étape. Et c'est au gouvernement de se donner les moyens d'appliquer l'accord. Maintenant, d'ici là, qu'est-ce qui doit se faire? Par rapport à Anefis particulièrement, la plateforme avait occupé Anefis. Et la plateforme avait exigé que l'armée malienne soit là pour relayer sa position. Cela n'a pas été admis par la communauté internationale. Maintenant que la plateforme s'est retirée d'Anefis, automatiquement, il devait être dit à la CEMA de ne pas changer de position. Et si cela n'a pas été dit, et qu'on a constaté que la CEMA attaque les populations maliennes, premièrement, ça veut dire que ce n'est pas des Maliens. Nous, on ne peut pas les considérer comme des Maliens. Nous n'avons pas vu la plateforme s'attaquer à des Maliens. Peut-être la plateforme s'attaque à des hommes armés, mais eux, ils s'attaquent aux populations maliennes. Et pour trouver une solution digne de foi, je pense qu'au-delà du gouvernement, de l'État malien, au-delà de la communauté internationale, il faut aller à l'autodétermination des populations. Qu'à Anefis, on fasse un sondage qui puisse nous dire, vous voulez qui? Armée malienne, CEMA, plateforme à Anefis. Les populations vont se déterminer et alors on mettra soit la CEMA là-bas, soit l'armée malienne ou la plateforme. Alors, puisque les autres ne semblent pas trouver la solution. Les populations savent leur intérêt, la population sait qui les protège. La question donc posée, le problème d'Anefis a été réglé de la façon suivante. La communauté internationale décide que la plateforme quitte. Alors, question, certains estiment quand même qu'on ignore jusque-là dans la gestion de ce genre de dossiers, on ignore l'avis des populations. Est-ce votre avis, Benjamin Sangala, de la Fraternité africaine? Peut-être oui, mais je crois que la question ne doit même pas se poser. Nous sommes dans un État républicain. Et s'il doit en tout cas avoir une force à Anefis ou à Kidal, forcément c'est l'armée malienne. Certes, nous sommes en conflit, nous sommes dans un régime très exceptionnel. Faisons en sorte aujourd'hui que l'armée malienne occupe le terrain. Le reste se suivra avec la mise en œuvre de l'accord qui a été signé entre les parties belligérantes. Donc, si nous devons en tout cas aujourd'hui peut-être demander l'avis de la population se sentirait plus sécurisée avec les femmes, avec les forces armées du Mali, et non avec notre force, et en tout cas, une autre force, en tout cas rebelle. Vous voyez. Donc, la question, à mon avis, ne se pose pas. S'il y a lieu d'occuper Kidal ou bien s'il y a lieu d'occuper Anefis ou quoi que ce soit, c'est l'armée malienne. Alors, Studio Tamani, 18h30, nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La situation au nord du Mali, c'est le sujet que nous abordons dans les premiers volets du forum de la presse d'aujourd'hui. Alors, on était en train d'évoquer Anefis, d'où est désormais absente la plateforme, la question qui se pose, qui doit désormais assurer la sécurité. Alors, selon certains, ce genre de dossier ne doit pas être réglé sans quand même consulter les populations. Bandjougou Dante, vous êtes toujours en ligne. Est-ce votre avis? Bon, moi je pense que les populations n'aspirent qu'à la paix, les populations n'aspirent qu'à la sécurité. Tout le monde sait quand même qu'aucune population ne souhaiterait avoir la présence de différents groupes armés autour d'elle, chacun se croyant légitime. Tous ceux qui aspirent à la paix, toute communauté nationale ou internationale doit quand même faire en sorte que ces populations aient la paix. Les populations n'ont pas aujourd'hui besoin de savoir qui doit venir nous protéger parce qu'ils appartiennent à un pays. C'est à ce pays-là, effectivement, d'assurer la sécurité avec l'aide de ceux qui veulent l'aider. Alors, cela est donc compris. Et nous passons à l'aspect suivant. Alors, la situation, elle ne s'améliore pas pour l'instant quand même dans les septentrions. Les mouvements, la plateforme et la CMA sont en conflit. On parle quand même d'affrontements d'ailleurs assez meurtriers. Alors, je crois que c'est une situation qui vient quand même davantage compliquer les choses, Mouadou Dabo. Effectivement. Mais je pense qu'à ce niveau, c'est l'État, à travers le gouvernement et particulièrement le ministère de la Sécurité, qui est interpellé. Et beaucoup de Maliens, beaucoup de voix se sont levées contre le ministre en question. Il est là, à sa place, inamovible. Le seul point d'espoir que nous avons aujourd'hui, c'est au niveau de la sécurité d'État, qui bouge, qui travaille à contrer l'avancée des djihadistes, des terroristes, des bandits armés. Alors, nous allons aller du côté, nous allons nous adresser maintenant à Benjamin Sangala. Benjamin Sangala, vous l'avez certainement appris, de nouveaux affrontements sont signalés dans la région de Kidal. Qu'est-ce qu'on peut envisager finalement comme issue à tout cela? Ce qu'on peut peut-être envisager, c'est qu'aujourd'hui, la question c'en est de trop. Et chaque fois, c'est la SEMA qui provoque. Et c'est la SEMA qui provoque. Et apparemment, on a le sentiment de croire qu'elle a le soutien de la communauté internationale. Entre guillemets, elle a le soutien de la communauté internationale. Chaque fois qu'elle attaque, ouais, on dit non, c'est la CMA, il ne faudrait pas que l'armée malienne ou la plateforme réagisse. Donc, vous voyez. Donc, aujourd'hui, si la communauté internationale, en tout cas, veut, avec la France et le Mali, c'est de désarmer toutes les forces, en tout cas, non souhaitées. Et la CEMA, avec toutes ces forces, qu'on les désarme. Et maintenant, même avec elles, on peut désarmer aussi la plateforme. En tout cas, tous ceux-ci n'ont pas le droit de porter les armes dans un pays républicain. L'armée malienne est là pour garantir la sécurité de tout un chacun, de tout le monde, sur tout le centre du territoire malien. Donc, en ce moment, aujourd'hui, c'est quoi? C'est en tout cas désarmer tout ceci. Et en tout cas, et continuer le processus de mise en œuvre de l'accord issu du 20 juin. Ah ben, il y a certains observateurs qui pensent quand même que la communauté internationale ne s'empresse pas du tout. Elle n'est pas pressée d'amorcer le désarmement. Elle n'est pas pressée, mais combien d'années ça attend? Combien d'années? Depuis 2013-2014, juste après les élections, on avait pensé qu'il fallait les cantonner. On a vu ce que ça a donné. On avait cantonné l'armée. Au lieu de cantonner peut-être la force rebelle, on a cantonné plutôt l'armée malienne à Kidal. Et après, qu'est-ce que ça a donné? On achète l'armée malienne de Kidal. Et voilà, nous sommes toujours on amadoute toujours la force rebelle. Alors qu'il y a une force républicaine pour, en tout cas, faire le travail dont ceux-ci sont en train de se prévaloir. En tout cas, il n'y a pas la question ne se pose vraiment à mon niveau. Bandjougou Dante, vous aussi, certainement, vous êtes bien au courant, les choses ne s'améliorent guère dans les septentrions, puisqu'on parle d'affrontement entre la CMA et la plateforme dans la région. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution de la situation? Mais les choses ne peuvent pas s'améliorer à partir du moment où on a affaire à des gens qui ne connaissent que les armes pour vivre. On a affaire à des gens qui n'ont même pas intérêt à ce qu'il y ait la sécurité.
Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit on a le sentiment qu'on entretient un climat de guerre. Sinon, en tout cas, je dis avec tous ces moyens dont disposent aujourd'hui nos supposés soutiens, ils sont quand même à mesure de désarmer. Monsieur Lanteki a intérêt quand même à entretenir ce genre de situation. Bon, de toute façon, je dis, on a le sentiment quand même que les gens veulent vivre de cette situation, quoi, parce que tout le monde, y compris l'extérieur. Parce que, est-ce que les gens ont souvent intérêt à ce qu'on mette fin à ça? Est-ce que réellement les gens veulent la fin de la guerre? Est-ce qu'on est venu vraiment pour mettre fin à une situation de crise? Est-ce que la crise n'est pas là? On n'a pas intérêt à faire prolonger la crise autant que faire se peut. Bon, de toute façon, c'est ce sentiment que nous avons, quand même que nous ne l'affirmons pas ouvertement, mais quelque part... les gens ne veulent pas la fin de ce conflit. Mamadou Dabo. Je pense que nous n'avons pas oublié l'intervention énergique de la France à Kona. Oui. Ça veut dire que lorsque les intérêts de la France sont menacés, la France peut intervenir, soutenir le Mali devant la communauté internationale. C'est notre interprète à ce niveau. Lorsque les attaques concernent une partie du Mali, alors la France, par rapport à ses intérêts, il réagit ou ne réagit pas. Et nous l'avons suffisamment accusé de recherche minière, d'exploitation minière au nord. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui le sentiment que les Français sont en train d'exploiter nos ressources, particulièrement à Kidal. Ce qui fait qu'on ne veut pas permettre que l'administration malienne et l'armée malienne soient à Kidal. Sinon, c'est la demande forte aujourd'hui des Maliens. Pourquoi s'intéresser à autre chose? Et nous avons vu que des gens du MNLA, à un moment, ont accusé la France de ne pas les aider. La France ne nous soutient plus. La France nous a lâchés. Tout cela, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'ils ont été avec la France? Pourquoi en ce temps-là, ils ont dit la France nous a lâchés? Donc ça veut dire qu'il y a un deal entre la France et le MNLA particulièrement. Et c'est ce deal qui se poursuit. Que la France nous dise la vérité. Ou que la France fout le camp. Une réaction de la part de Benjamin Sangala? Bon, je crois qu'on se rappelle encore en 2012-2013 que le MNLA n'existait pas. Tout le nord. Il n'y a pas de MNLA au nord, avec peut-être l'occupation djihadiste. Mais la France, on peut dire que le MNLA est arrivé avec le bagage de la France, s'installer à Kidal. C'est avec en tout cas la libération du nord, Gao, Tombouctou, mais que le MNLA est revenu. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui empêcherait peut-être à l'armée malienne et avec la France, du fait qu'ils ont libéré Gao puis Tombouctou, qu'est-ce qui les empêcherait de libérer Kidal de la façon? S'il n'y a pas quelques jeux d'intérêt qui s'y trouvent. Ouais, donc je pense que c'est un peu ça. Bandjoukou, Dante, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux-là qui pensent que finalement la France défend ses propres intérêts dans cette histoire? Bon, tout le monde défend ses intérêts. Mais moi, j'ai dit que est-ce que l'on veut la fin de ce conflit? Sinon, comme Dabo l'a dit, on a vu de ceux qui voulaient s'accaparer depuis le Mali en janvier 2012 étaient beaucoup plus armés que ceux qui aujourd'hui sont sur le terrain. On a pu les anéantir. Et ça, c'était la France seule. Or, aujourd'hui, on parle de communauté internationale avec une présence d'une force française en plus des forces françaises. Il y a d'autres forces. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là, salariés, occupants, hôtels, lieux de luxe, est-ce que les gens veulent effectivement la fin de ce conflit pour retourner chez eux? Est-ce qu'on le veut? C'est cela la question selon vous. D'accord. Nous allons aborder à présent le second volet de ce débat, les attaques et la traque des djihadistes. Alors, l'insécurité, on en parle toujours beaucoup. Pas une semaine sans qu'une attaque ne soit signalée quelque part. Alors, le 12 de ce mois, il y en a eu donc à Ouankoro, dans la région de Mopti, et qui a provoqué d'ailleurs un déplacement massif de la population vers le Burkina Faso. Le pays va-t-il rester longtemps dans cette situation? Mamadou Dabo. Bon, nous sommes obligés de revenir sur les mêmes termes. Tant que le gouvernement et la France ne se donnent pas la main, ou le gouvernement et la communauté internationale ne se donnent pas la main pour combattre cette insécurité, nous resterons dans cette situation.
aussi, il faut lancer un appel aux populations. Parce que, quoi qu'il soit, j'estime que si la population n'est pas vigilante, la situation ira de mal en pire. Benjamin Sangala. Moi, je voudrais un peu situer Wankuru, parce que moi, Wankuru, c'est ma commune de résidence. Donc, Wankuru, c'est juste à la frontière de Burkina Faso. Ça fait frontière avec la commune de Baye et puis la commune de Sokura. Donc, vous voyez que c'est une commune qui fait juste frontière avec le Burkina Faso. Il n'y a même pas de limite. Donc, s'il y a en tout cas ce genre de situation, les populations sont obligées vraiment de s'émigrer vers le Burkina Faso. Mais il me semble que il y a un problème. Je crois que ces gens se sont déplacés du centre de Mopti pour aller jusqu'à l'extrême est du Burkina Faso. Vous voyez, ils étaient dans le cercle de Tomia et ils avaient fait quelques attaques et ceux-ci ont été traqués par la sécurité d'État à l'époque. Maintenant, du côté de Wankuru, quand on nous avait expliqué à un moment donné qu'il y avait peut-être un poste de ceux-ci et que ceux-ci ont relayé l'information auprès des forces armées. Bon, les choses ont traîné, à mon avis. Maintenant, jusqu'à ce qu'ils aient attaqué le poste de Wankuru où ils auraient même tiré un gendarme et puis quelques véhicules brûlés. Vous voyez, la population est vraiment sous la panique. Mais je crois qu'il commence à revenir. Depuis hier, selon nos informations, ça commence à aller. Voilà. Maintenant, on se tourne du côté de Bandjougou Dante. Alors, Bandjougou Dante, l'insécurité, elle est toujours là. Alors, illustration, c'est encore Wankoro, en fait, dans le cercle de Mopti. Qu'est-ce qu'il faut... Alors, vers Bankas, justement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette situation d'insécurité? Monsieur Fama, depuis que nous avons commencé ce débat, malheureusement, nous sommes obligés de revenir encore sur la même chose parce que ceci explique cela. Tant qu'on continue à démocratiser entre guillemets le port des armes, il y aura beaucoup de Wankuru. Alors, à présent, on s'intéresse à la traque contre les djihadistes. La traque se poursuit. On signale l'arrestation de 3 nouveaux suspects. Est-ce que ce n'est pas un signe encourageant, Mamadou Dabo? Justement, comme je l'ai dit au départ, c'est le seul signe d'espoir. Et j'estime que nous tous, population armée, nous tous, nous devons accompagner ce mouvement de traque afin que, au moins, petit à petit, nous puissions aller vers une véritable paix, une véritable sécurité. Benjamin Sangala de Fraternité africaine. Ce qu'il faut se mettre aujourd'hui en tête, c'est que ceux-ci sont un peu partout. Ils sont un peu partout et puis il n'est pas facile de les distinguer de ceci ou de là. Donc c'est les gens qui s'habitent de façon ordinaire, ils n'ont pas une identité particulière. Ils sont un peu comme tout le monde. Donc le mieux c'est d'être très vigilant et la population vraiment, qu'elles essaient vraiment à chaque mouvement étranger d'informer les forces de l'ordre. Donc à ceci on pourra gagner le combat. Donc c'est un combat à tout le monde. Ce n'est pas seulement un combat de l'armée malienne, c'est un combat à tout un chacun de nous, que chacun se sente vraiment concerné par ce combat-là. Donc, et puis aussi, c'est lui aussi de saluer un peu l'effort en tout cas de la sécurité d'État, qui chaque fois essaie vraiment d'apaiser la peur de la population. C'est important. À Bandjougou Dante, la nouvelle arrestation de djihadistes suspects, c'est un signe qui donne l'espoir, non? Bon, ça c'est à encourager. Nous pensons que l'armée malienne, autrement dit les forces de sécurité maliennes font ce qu'elles peuvent faire, mais la population doit aussi contribuer effectivement par les renseignements. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas placer toutes les attaques sous le compte des forces négatives du Nord. Beaucoup de gens profitent aujourd'hui de la situation de fragilité que notre pays connaît pour commettre des forfaits. Et on va continuer avec les Maliens dans l'insécurité. Certes, l'insécurité est réelle. L'insécurité peut s'expliquer effectivement par la situation du pays, mais les bandits traditionnels aussi continuent souvent leurs activités en essayant de faire porter le chapeau aux forces négatives traditionnelles que nous connaissons, quoi. Donc nous pensons que la question de la sécurité n'est pas seulement le problème de l'armée, c'est une question qui concerne aussi tous les citoyens. Chacun doit être vigilant, chacun doit partager l'information avec les uns et les autres pour qu'on puisse être comme nous étions il y a quelques années.
À Bamako, 18h45, dans un instant, la suite de ce débat. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Avant donc d'aborder le troisième volet de cette émission, nous allons à présent dire un mot du Front de libération du Massina, le Front de libération du Massina qui fait de plus en plus parler de lui. C'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur selon vous, Mamadou Dabo? Bon, nous le croyons jusqu'à ce que la sécurité d'État commence à les traquer. Et la sécurité d'État, à l'étape d'aujourd'hui, les a véritablement traqués parce que les maillons forts sont déjà maîtrisés. Le principal patron de cette ignominie n'est pas loin d'être, Koufa n'est pas loin d'être arrêté. Et tous ceux qui le servent sont déjà entre les mains de la sécurité d'État. Et dans sa recherche pour remplacer ces hommes, on pourrait les traquer. Et je pense que c'est un Malien. Et des Maliens pourraient donner l'information comme quoi, voilà ce qu'il fait, voilà ses habitudes, voilà là où il peut loger, etc., etc. Et petit à petit, la sécurité d'État mettra la main sur lui. Benjamin Sangara. Les récentes attaques, pour moi, expliquent que ces forces sont vraiment en urgence, en débandade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui où nous sommes, elles ne savent pas quoi faire. Ils sont dans leur dernier retranchement. Donc il faut faire autant de panique, autant de terreur pour faire peur. Sinon, je crois qu'il me semble qu'ils sont un peu affaiblis. Même si jusque-là, on n'a pas pu mettre la main sur, en tout cas, le maillon fort, sur, comment on appelle ça, sur le maillon fort de la chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau où nous sommes en train d'aller, je crois qu'il ne sont pas loin d'être arrêtés. Alors, le Front de libération du Massina affaibli, est-ce votre avis, Bandjougou Dante? En réalité, M. Fabra, cette appellation de Front de libération du Massina, ça me fait tellement rire. Massina, qui l'a occupé? Non, en réalité, c'est-à-dire, moi je pense que nous autres communicateurs, journalistes, ne devons pas relayer certaines informations. Parce que quand ces gens disent Front de libération du Massina, mais le Massina est occupé par qui? Par qui? Maintenant, on libère une zone qui est occupée par des éléments extérieurs ou par des intrus. Mais des gens qui ont vécu sur un territoire depuis plusieurs années, des gens qui mènent paisiblement leur vie, pratiquent leur religion. Maintenant, quelqu'un dont on ne sait où est-ce qu'il vient, qui va s'autoproclamer Front de libération du Massina, juste pour bénéficier d'une certaine considération historique, en tenant compte de l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer actuellement. Franchement, moi je pense que les populations qui savent où se cachent ces gens doivent continuer à les dénoncer. Et n'appelez pas à Front de libération du Massina, appelez seulement les bandits qui occupent dans la zone des mortiers. Mais en parlant de Front de libération du Massina, c'est leur accorder une certaine importance qu'ils n'ont pas, et c'est de jouer sur le poids des mots pour créer encore terreur et peur. Alors, nous arrivons au troisième volet rapidement. On va essayer d'évoquer les questions qui sont inscrites à ces volets. Nous commençons par les élections communales et régionales. La classe politique continue de débattre de la tenue de ces élections le 25 octobre. Ne faut-il pas rapidement se décider par rapport à cette question, Mamadou Dabo? Je pense qu'on devrait se décider depuis mercredi en Conseil des ministres. Malheureusement, ce Conseil des ministres n'a pas été tenu. Et avant même le Conseil des ministres, vu ce qui s'est passé entre les partis politiques et le ministre de l'administration territoriale, la logique serait de reporter ces élections. Je me demande comment on peut faire des élections sans les principaux acteurs. La majorité n'est pas pour la tenue des élections, l'opposition n'est pas pour la tenue des élections. Ce sont des partis sans ressort qui soutiennent la tenue de ces élections parce que certainement ils pensent qu'il faut le dire parce que ça plaît au prince du jour. Et je ne suis pas pour ces thèses antidémocratiques. En démocratie, lorsque le parti au pouvoir dit non, l'opposition dit non, on doit suivre ces principaux acteurs de la politique. Ensuite, j'ai entendu le patron de la DGE
dire qu'il faut aller en 3 étapes. Première étape est le centre et le sud et le centre. Deuxième étape, c'est Tombouctou et Gao. Oui. Troisième étape, c'est Kidal et Bamako. Comment peut-on envisager, c'est-à-dire si on le fait annuellement, comment peut-on envisager qu'on fasse des élections cette année à Koulikoro, à Ségou, à Sikasso et 2 ans après à Bamako? Ça, c'est quel argumentaire? Des élections en désordre. En désordre. Donc, ça, c'est quelle logique? Ça veut dire que, moi, je pense que là, c'est un désaveu. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a l'insécurité. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a impossibilité de tenir des élections justes, transparentes et équitables, parce que c'est ce qu'il faut en démocratie. Il ne faut pas qu'après les élections, il y ait des dénonciations. Il ne faut pas qu'après les élections, il y ait des affrontements. Les élections sont normalement source de tension. Et si cette tension s'ajoute à l'insécurité, au même moment où le gouvernement même ne sait pas totalement ce qu'il faut faire face à cette insécurité, je pense qu'il faut reporter. On a reporté jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, si on va vers la tenue des élections, dans une situation où on ne sait pas ce qui va advenir, qu'allons-nous faire en cas de problème? Alors, c'est une question. Benjamin Sangala. Je crois que la majorité de la classe politique avait un moment donné dit qu'elle n'irait pas aux élections sans Kidal. Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore Kidal. Kidal n'est pas encore dans les girons de l'administration malienne. Donc, ça veut dire que l'hypothèse, c'est quoi? C'est que ces élections peuvent être reportées. Donc, si nous voulons aller aux élections avec Kidal, je crois qu'on a encore le temps de se préparer et d'aller. Mais l'autre hypothèse, c'est quoi? Il ne faudrait pas qu'on force les choses et pour en tout cas la regretter après. Donc, prenons tout le temps nécessaire d'organiser les choses pour qu'en tout cas aller vers ces élections de façon libre et transparente. Alors, faut-il reporter les élections du 25 octobre? Je pose à présent la question à Bandjougou Dante qui est en ligne. Il est le président de l'UTEL. Monsieur Famba, moi je ne suis pas d'accord avec mes deux camarades. Moi je crois que ce ne sont pas des élections nationales, c'est des élections de proximité, les élections communales et les élections régionales. Il faut que nous sachions accepter l'évidence. Moi je pense qu'on ne peut pas continuer à accepter des gens avec des mandats indéfinis. Moi je crois qu'il faut faire en sorte que les élections se tiennent partout où c'est possible. Maintenant, la grosse erreur, ça a été l'interruption du processus électoral. Il fallait quand même, après la présidentielle et législative, enchaîner. Mais malheureusement, ils l'ont interrompu pour des raisons qui n'ont pas pu être encore résolues. Maintenant, ce que moi je souhaite, continuer à reporter, ça n'est jamais faire ces élections-là. Il faut tenir les élections partout où ces élections peuvent être tenues, interroger le peuple pour renouveler les mandats. Là, moi, je pense que ça va même être l'occasion d'avoir une nouvelle forme de gouvernance, d'avoir une nouvelle mentalité, d'avoir que les gens aient confiance en l'avenir. Maintenant, les zones dans lesquelles il y a l'insécurité, bon, quand on arrivera à gérer la situation politique, à trouver la solution politique, les élections peuvent avoir lieu dans ces zones-là. Mais dire qu'on ne fera pas les élections sans telle ou telle zone, c'est lorsque vous pouvez même avoir accès à ces zones-là. Attendre aujourd'hui les zones occupées, les zones en insécurité grave, parce qu'il y a l'insécurité partout, pour organiser ces élections, c'est attendre la fin du mandat du président Ibeka pour organiser de nouvelles élections qui ne seront jamais tenues. Donc moi je pense que... Mais c'est clair. Si on doit attendre jusqu'à ce qu'on pacifie partout, qu'il y ait la sécurité partout, les 5 ans du président de la République vont finir et les élections ne seront pas tenues. Alors, Benjamin Sangala veut réagir. Monsieur Dante, en tout cas, que vaudrait en tout cas une élection bâclée si on n'a pas aujourd'hui... Non, je ne parlerai pas d'élection bâclée. Le Mali a un processus électoral fiable avec les cartes MINA. On peut tenir les élections partout où c'est tenable. Maintenant, continuer à reporter là. Si les hommes politiques ne sont pas prêts, ils n'ont qu'à laisser la chance à ceux qui sont prêts vraiment de gérer le destin de leur commune, de leur région. Mais en réalité, ils ne seront jamais prêts d'ailleurs. C'est ces mandats-là qu'on met. Franchement, il faut organiser les élections partout où c'est possible. Nous avons des dispositions réglementaires qui peuvent en tout cas régir cette question-là. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de tenir ces élections ne va pas peut-être nous amener à autre chose? Nous avons reporté 3 fois ces élections.
Et d'abord, la première... Faut plus reporter. Non, faut plus reporter, mais est-ce que tenir ces élections dans ces conditions n'arrange pas le Mali dans tes mieux? Mon ami, dans quelles conditions? Aujourd'hui, on peut tenir les élections au moins sur les 80% du territoire de la République du Mali. Maintenant, les zones dans lesquelles il y a l'insécurité, quand la solution politique va être trouvée, les différentes parties ne peuvent pas organiser les élections communales, ne sont pas obligées de tenir les élections communales ensemble. Non. Mais il faut tenir ces élections partout, c'est possible. Alors, nous allons écouter à présent Mamadou Dabo. Moi, je pense qu'il ne faut pas être royaliste que le roi. Les partis politiques, par essence, sont là pour ces élections. Ce sont les acteurs principaux, comme je l'avais dit. Les populations. Non, les populations ne sont pas candidates aux élections. Ce sont les partis politiques qu'on considère comme... Non, on considère les partis politiques, c'est les représentants des partis politiques ou des indépendants, mais qui sont politiques, qui sont des candidats. Parmi les candidats, une forte majorité s'est dégagée en faveur du non. Moi, ma conclusion, c'est cela. Ce n'est pas un problème de cœur, ce n'est pas ma vision propre, mais je dis qu'en démocratie, lorsque la majorité et l'opposition, de façon entière, disent non à une élection, demandent le report, alors que ce ne sont que quelques partis fictifs qui ne représentent que l'ombre d'eux-mêmes. La majorité des candidats ne représente pas la majorité des Maliens. C'est les Maliens qui veulent voter pour changer les maires, pour changer les présidents, les conseils régionaux. Quels sont ces Maliens qui vous ont dit ça? Les Maliens... Les partis politiques expriment la voix des populations. Ce sont les représentants légitimes des populations. Ce n'est pas ton idée là. Les partis politiques, par rapport aux élections, sont les mieux placés pour dire quoi que ce soit par rapport aux élections. Je me demande comment on va tenir les élections sans les partis politiques. Où nous sommes en démocratie. Personne n'a dit de tenir les élections sans les partis politiques, mais ils ne seront jamais prêts. Il faut organiser partout où c'est possible. Les organiser comment sans eux? Parce que quand ils disent non, ça veut dire normalement ça doit se faire sans eux, ou on va les forcer. Bon, d'accord. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu le RPM dire non à la tenue des élections du 25 et le RPM a demandé le report. Il y a la plateforme aussi qui n'est pas favorable. Personne, ni plateforme, ni SEMA, personne n'a demandé la tenue de ces élections. Et il n'y a pas eu de dépôt de liste à Kidal. Il y a des gens qui ne veulent pas d'élections, justement. Je ne dis pas que des gens ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui veulent. Nous sommes dans cette situation. Tu es en train de dire que des gens ne veulent pas. Mais tu ne dis pas aussi que des gens veulent. Alors, oui, il y a les deux cas. C'est pourquoi nous sommes dans cette polémique-là. Le débat n'est apparemment pas simple. Il reste donc ouvert. Malheureusement, nous sommes presque au terme de cette émission. Juste un mot. Le FMI qui se dit quelque part satisfait des efforts du Mali. En un mot, d'abord. Ça vous dit quoi? Moi-même, je suis satisfait de cette venue du FMI. Et je dis au gouvernement, merci, mais peut mieux faire. Sangala, en 2 mots. Cela augure de bonnes choses pour le Mali. Alors, Mbanyuku Dante, juste en 2 mots. Nous disons félicitations au gouvernement de continuer à tenir le coup. Alors, donc, merci à vous. Je rappelle que nos invités étaient Bandjougou Dante, journaliste, président de l'UETEL, Mamadou Dabo, journaliste, promoteur du journal Le Zénith Balé, Benjamin Sangala, journaliste à Fraternité africaine. L'émission a été réalisée par Ayouba So. Alors, on se retrouve prochainement. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.